Merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici. Donc, je voulais vous dire qu'effectivement, Nicolas de Trine pouvant être présent aujourd'hui, c'est en nos deux noms que je m'exprimerai. Alors, cette présentation n'est pas, contrairement aux présentations précédentes, le fruit d'une recherche aboutie dont je viendrai vous présenter les résultats, mais elle est plutôt le fruit de réflexions que Nicolas de Trine et moi avons échangées durant nos très longues recherches doctorales respectives, menées en parallèle sur des sujets connexes et complémentaires relatifs à la théorie et l'histoire de la conservation-restauration au XXe siècle. Alors, portant respectivement sur la reconstruction des monuments historiques après la Seconde Guerre mondiale en France, Italie et Allemagne pour Nicolas, et sur la contribution du Belge Raymond Lemaire au changement de paradigme dans le domaine de la rénovation urbaine au cours des années 1960 et 1970 pour moi, nos recherches nous ont amenés à croiser les mêmes acteurs, les mêmes questions, les mêmes enjeux. Et donc, assez logiquement, à générer ensemble de nouvelles questions de recherche que nous avons malheureusement, l'un comme l'autre, peu de temps de développer. Je dois aussi préciser que, par-delà les similitudes de leurs thématiques, c'est surtout par leurs angles méthodologiques différents, voire même opposés, que nos travaux se sont le plus utilement complétés et stimulés l'un l'autre. En effet, alors que je me concentrais sur un corpus volontairement réduit d'études de cas examinées au microscope au sein de la production de Raymond Lemaire, sans même oser tenter une synthèse d'ailleurs de sa production personnelle au sens large, Nicolas brassait la reconstruction à l'échelle européenne, de la peinture murale à la ville, de la technique à l'esthétique, de l'après-guerre à la Syrie, sans craindre les raccourcis dont je me méfiais déjà en franchissant les 100 km qui séparent Bruxelles de Bruges. Plus que des informations complémentaires que nous pouvions partager, cette rencontre des échelles nous a permis l'un et l'autre de vérifier ou invalider nos hypothèses, de renouveler nos perspectives et d'ouvrir de nouveaux questionnements. Alors, parmi ceux-ci, le rapport entre architecture et restauration, déjà abordé par Nicolas de Trine dans son livre que vous connaissez peut-être, Sur et avec Pierre Prunet, il y a 17 ans. Comme nous l'annoncions dans le résumé de notre communication, nous sommes tous deux convaincus que même lorsqu'elles se limitent au traitement du bâti ancien, les restaurations constituent une intervention architecturale à part entière. La chose apparaît évidente lorsque l'on se penche sur les restaurations stylistiques du XIXe siècle, souvent menées en parallèle par leurs auteurs mêmes avec des chantiers de construction neuve, puisant aux formes du passé et partageant avec elles décors et vitraux commandés au même cercle d'artisans. Vous avez à l'écran un exemple parmi tant d'autres d'un restaurateur liégeois, Jean-Charles Delceau, qui à la fois est producteur d'une architecture néogothique. Les parallèles entre de tels projets peuvent évidemment être mis sur le compte du caractère intrinsèquement historicisant d'une partie de la production architecturale du XIXe siècle. Elle apparaît tout aussi clairement lorsque l'on se penche sur l'œuvre de restauration ou plus largement de dialogue avec l'existant, de grandes figures à la personnalité artistique affirmée telles que, pour le meilleur, Carlos Carpa ou Pierre Prunet, pour rester dans l'époque qui nous occupe ici, ou pour autant que l'on puisse encore parler de dialogue et plus récemment Zaha Hadid ou Daniel Libeskind. Pour reprendre le terme de Riegel 100 fois discuté, critiqué, nuancé, mais jamais vraiment remplacé, disons qu'une même volonté artistique, un même Kunstvollen assumé, anime ces projets d'un même auteur. Alors nous voudrions adopter ici une perspective plus large et ne pas considérer cette volonté artistique dans sa dimension individuelle, mais dans sa dimension collective. Alors nous sommes bien conscients que ceci implique de faire plusieurs pas de côté par rapport aux tendances actuelles de l'histoire de l'architecture, en dépassant d'une part les études de cas pour oser la généralisation, et en affranchissant pour un instant, d'autre part, l'architecture et la restauration de considérations matérielles, fonctionnelles, sociales ou scientifiques, pour y revoir une expression artistique, celle d'une époque, celle qui faisait classer par le même Alois Riegel la valeur d'art au sein des valeurs de contemporanéité,
une exigence pour le citer qui n'a aucun contenu objectif ni durable, soumise à un changement continuel. Mais venons-en au contenu même de notre présentation et à ces fameux chantiers décapants. La reconstruction qui suit la Première Guerre mondiale est considérée par les restaurateurs d'œuvres d'art comme une étape décisive pour les réflexions méthodologiques sur la réintégration des lacunes, notamment dans les peintures murales. C'est à cette époque que se met en place à Rome l'Istituto Centrale del Restauro, au sein duquel Cesare Brandi élabore sa théorie de la restauration, mise à l'épreuve de chantiers aussi importants que la restauration des fresques de la chapelle Ovetaria à Padoue ou de la chapelle Mazzatosta à Viterbo, qui deviendront des références. Mais à l'examen d'un panorama plus large de chantiers, il faut bien admettre que cette attention au décor est alors réservée aux témoignages les plus précieux et les plus anciens, le plus souvent figurés d'ailleurs, et dont la valeur artistique est alors unanimement reconnue. En parallèle, des centaines de décors des XVIIIe et XIXe siècles, qu'ils aient été ajoutés a posteriori dans des monuments plus anciens ou qu'ils fassent partie d'une conception d'ensemble dès le départ, disparaissent. Les exemples ne se comptent pas. Parmi les cas étudiés par Nicolas Dautry dans sa thèse, citons Sainte-Marie au Capitole à Cologne, Saint-Acar à Naples ou Saint-Jean l'Évangéliste à Johannisberg. Comme à Sainte-Gertrude de Nivelles, en Belgique, que j'ai eu pour ma part l'occasion d'aborder, les décors venus habiller les structures romanes au XVIIe et XVIIIe siècle, très abîmés, voire détruits par les bombardements, finissent de disparaître avec les restaurations d'après-guerre. Les raisons évoquées pour expliquer hier comme aujourd'hui cette disparition massive sont récurrentes, complémentaires et inattaquables, l'économie et la technique. Dans bien des cas, les archives révèlent en effet que les intempéries ont achevé l'œuvre des bombes. Fragiles, les décors déjà lacunaires, exposés durant de plus ou moins longues périodes, ne sont plus restaurables, surtout dans un contexte de pénurie où d'autres priorités s'imposent. Dans le cas que nous venons de citer, cette disparition légitime une restauration stylistique que l'on ne se serait sans doute pas permise dans un autre contexte. Lorsqu'il apprend par téléphone le bombardement de Sainte-Gertrude, le chanoine Lemaire, que vous voyez ici à l'écran, professeur de restauration à l'Université de Louvain et auteur dans l'entre-deux-guerres de la restauration des monuments anciens, aurait soupiré « à toute chose, malheur est bon ». Fallait-il respecter ce que d'aucuns appelaient l'œuvre des siècles lorsqu'il s'agissait d'ajouts irrespectueux, d'un maquillage superficiel et qu'un seul coup de marteau suffisait à faire réapparaître intactes les formes primitives. Mais il serait à notre sens trop simpliste de s'en remettre à l'argument d'une unité de style obtenue à peu de frais. À Munich, la Glyptothèque et l'ancienne Pinakothek, deux œuvres néoclassiques de Leo von Klenz, conçues dans l'esprit du Gesamtkunstwerk dans les années 1820-1830, se voient, elles aussi, après quelques hésitations, débarrassées de leur décor. À la Glyptothèque, les salles organisées autour d'une cour centrale étaient entièrement décorées, depuis le bas des murs jusqu'aux voûtes et coupoles. Sous la houlette de Joseph Wiedemann, ces décors lacunaires sont supprimés au profit de la brique de support, nettoyée, rejointoyée, puis entièrement protégée par un badigeon de chaux gris-beige afin d'harmoniser et d'adoucir l'effet d'ensemble. Bien sûr, peu d'architectes qui participent à la reconstruction sont seulement restaurateurs. Joseph Wiedemann, Karl Bandt, Rudolf Schwarz, Hans Dolkest, pour en citer quelques-uns, sont les auteurs de bâtiments religieux, de bâtiments publics ou encore de logements. Les bâtiments qu'ils construisent rejoignent les thèmes que William Curtis considère comme représentatifs de la sensibilité de cette période. L'expression directe des matériaux, l'insistance sur la chose en soi, la vérité nue, l'honnêteté structurelle. En 1959, l'art sacré souligne l'idéal de dépouillement et de vérité exprimé non seulement par les œuvres, mais jusqu'à la manière d'habiter d'Emil Stephan et Rudolf Schwarz. Après avoir vu
les œuvres de Stephan et Schwartz, Jean Capellade se déclare prêt à demander à tout candidat à la construction d'une église de construire un simple mur. La beauté et la vie d'un mur viennent de la perfection de ses proportions. Il se suffit à lui-même et n'a besoin d'aucune décoration. Donc, toute recherche gratuite de décoration fait éclater au grand jour une faute, une défaillance ou une incapacité de l'architecte. Cette recherche de vérité constructive n'est bien sûr pas neuve, puisqu'elle constitue, au XIXe siècle, l'un des rares points d'accord entre Viollet-le-Duc et Ruskin. Mais cela n'avait pas empêché les tenants du style international de rejeter la maçonnerie apparente comme en directe opposition avec le caractère des méthodes de construction contemporaines, car pouvant difficilement éviter d'offrir un effet de masse et de poids, effet contraire à l'un des principes fondamentaux de l'architecture moderne. Comme le souligne Alain Gueux dans L'ordre de la brique, le meilleur matériau de l'architecture moderne, c'était l'enduit. Le décapage des monuments historiques de l'après-Seconde Guerre mondiale ne participe-t-il pas de l'esprit qui préside à la réhabilitation des matériaux apparents par le modernisme tardif? Vérité constructive et vérité archéologique semblent bel et bien parfois se confondre, dans le champ historiographique en tout cas, lorsque l'on regarde les photographies des éditions Zodiac, magnifiant en noir et blanc les textures et appareillages de l'architecture romane, ou encore celle de Lucien Hervé, révélant à quelques années de distance les jeux de lumière sur les surfaces brutes de l'abbaye du Toronnet et de l'unité d'habitation de Marseille. Venons-en maintenant à la figure de Raymond Lemaire. Formé par son oncle, le chanoine, dont nous avons parlé précédemment, à l'université de Louvain, il se spécialise comme lui dans l'histoire de l'architecture romane et s'inscrit de la sorte dans la continuité des travaux entamés au sein du même cercle par ses aînés Stan Leurs et Simon Brigode, restaurateurs de Sainte-Gertrude de Nivelles, dont je vous ai montré quelques images précédemment. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer concernant Stan Leurs, et puisque l'on vient de parler d'église moderniste, son église Saint-Antoine de la Troque à Seraing, en Belgique, donc radicalement moderne en briques et béton apparent, comparé par Pierre Vagot dans les années 30 déjà au garage d'un immeuble de rapport, et aujourd'hui converti en club de tir. Mais pour revenir à Lemaire, ses premiers projets sont fidèles aux principes de son oncle, dont il assure la succession à l'université pour les cours de restauration architecturale et d'architecture religieuse, et dont il reprend aussi plusieurs chantiers. Historien de l'art et archéologue, fils d'architecte, il s'intéresse à l'architecture dès ses études, en s'inscrivant en élève libre au cours d'Émile Goethals. Je ne m'étendrai pas ici sur sa carrière internationale brillante, notamment au sein de l'ICOMOS, dont il est le premier secrétaire général et le second président, ni sur ses importantes contributions à l'élaboration de documents doctrinaux essentiels, comme la Charte de Venise ou le document de Nara. Je voudrais plutôt insister sur la manière dont l'étude détaillée de ces projets permet de jeter un éclairage supplémentaire sur ce qui, outre les arguments techniques et économiques, peut expliquer le phénomène de l'éradication des décors dans la seconde reconstruction. Je m'arrêterai pour ça à un seul exemple, celui de la rénovation du grand béguinage de Louvain, menée à la demande de l'université de 1962 à 1972. Contrairement à ces projets bruxellois ultérieurs, où la difficulté pour moi, lors de mes recherches, a été d'isoler son action de celle des multiples acteurs impliqués dans les projets et qui pouvaient avoir eu un impact important sur les résultats, la rénovation du grand béguinage pouvait être considérée comme l'œuvre de Lemaire à part entière. Il se voit en effet donner carte blanche par l'université en ce qui concerne les options de restauration, et l'ensemble n'étant pas officiellement protégé, aucun contrôle n'est exercé durant les travaux, ni par la municipalité, ni par aucune commission consultative. S'entourant d'étudiants et de jeunes architectes tout acquis à ces principes, il est donc libre de développer le projet comme bon lui semble, allant même jusqu'à former les ouvriers aux techniques de l'architecture ancienne.
Cette situation eut une importance très grande dans le déroulement de mes recherches, puisque n'ayant eu aucun compte à rendre, Raymond Lemaire ne justifiait jamais ses choix par écrit, et je dus donc comprendre ses options sur base d'une étude minutieuse des plans et des photographies avant-après, qui, heureusement, se comptaient par centaines. J'avoue que je pensais aussi, naïvement, je m'en suis rendu compte par la suite, trouver dans l'opération de rénovation une illustration des principes de la Charte de Venise contemporaine, d'autant que l'étude de ces archives m'avait permis de démontrer son importante, voire très importante implication dans la rédaction du document. Mais en fait, je me trouvais rapidement face à d'importantes contradictions, et notamment, pour revenir à notre sujet, face au traitement de l'épiderme des immeubles. Remontant majoritairement au XVIIe siècle, les maisons et couvents du béguinage avaient été maintes fois badigeonnés, entre autres pour masquer les transformations subies par les façades au XIXe siècle, comme l'abaissement des seuils de fenêtres, suppression des meneaux et traverses de pierre au profit de châssis à grands carreaux, comme vous pouvez voir sur l'image. Tirant argument du nécessaire traitement des maçonneries contre l'humidité, ces couches de badigeon sont supprimées dès le début du projet, révélant de multiples traces de l'ordonnance plus ancienne des façades. Bien sûr, reprocher à Raymond Lemaire, comme cela a été fait, de ne pas avoir procédé à une analyse stratigraphique de ces enduits est anachronique, puisque les premières études importantes sur la polychromie des façades remontent pour la Belgique aux années 1980. Mais plutôt que de rétablir ces finitions après traitement des maçonneries, pour rendre à l'ensemble son unité héritée du XIXe siècle, Lemaire choisit de poursuivre le travail par un rétablissement généralisé de l'ordonnance du XVIIe siècle, sur des bases parfois pour le moins incertaines. Afin de garantir l'unité d'ensemble, les quelques constructions du XVIIIe et XIXe siècle sur le site, probablement pourvues d'un badigeon dès le départ, voient elles aussi leur maçonnerie mise à nu. Pour combler les dents creuses, une architecture sobre en briques et béton s'inspire des proportions de l'architecture ancienne. Pour justifier ces choix drastiques, Lemaire ne tire argument pour des cas ponctuels que de l'unité d'ensemble, argument discutable si l'on considère qu'une telle unité préexistait à l'opération. Dans l'état badigeonné, bien sûr. Alors, je vous passerai mes questionnements existentiels sur l'opportunité de m'engager dans une sorte de procès de Lemaire pour non-conformité à ses propres principes, mais je vous dirai simplement que je n'ai compris ce projet que bien plus loin, au cours de mes recherches, lorsque j'ai découvert par hasard un brouillon de charte des monuments à usage national, rédigé par Lemaire autour de 1960. Ce document très précieux me révélait la position personnelle de Lemaire, non lissée par le consensus nécessaire à la rédaction des documents internationaux. Et surtout, un mot en ressortait, évident a posteriori, mais incongru sur le moment tant il avait été banni du discours des conservateurs et surtout de ma propre formation, la beauté. Tout simplement, comme Renato Bonelli à la même époque, Lemaire considérait qu'un monument ancien est généralement une œuvre d'art avant d'être un document d'histoire, et qu'en conséquence, la contribution de toutes les époques à l'édification d'un monument mérite d'être conservée, pourvu qu'elle soit marquée du sceau de la beauté. Il s'agissait donc tout simplement d'un choix esthétique. Pour Lemaire, la beauté de l'architecture traditionnelle, que l'on imaginait alors en briques et pierres apparentes, justifiait d'effacer l'histoire du grand béguinage, de détruire une part du document monumental au profit d'une œuvre d'art plus conforme à son vouloir artistique et à celui de son époque. Et effectivement, la transparence constructive de l'architecture traditionnelle flamande, ces murs de briques et pierres, font écho aux bâtiments universitaires construits en parallèle sur les campus voisins par les architectes et professeurs Paul Félix et Georges Pepermans, et même par Lemaire lui-même, qui de 1961 à 1964 construit l'auditoire de Molen, marqué par l'usage de la brique et du béton apparent à l'intérieur comme à l'extérieur. Par son idéal de simplicité et de clarté,
le bâtiment s'apparente au béguinage, aux églises romanes restaurées, aux églises nouvelles vantées par la revue L'Art Sacré. Une architecture incarnant, pour reprendre les mots de Paul Félix, une pulsion vers le vrai, l'authentique, le rationnel. Félix était conscient qu'une telle quête devait mettre mal à l'aise un public éduqué à voir l'architecture comme un beau décor. Mais selon lui, je le cite, « Jamais une architecture animée par le désir de représentation n'aurait la signification humaine qu'aurait un organisme spatial ordonné, tourné vers la vie et non vers l'apparence. » Face à la recherche de cette architecture, je le cite à nouveau, où le sens de la destination et de l'humain n'est affaibli par aucun formalisme vaniteux, une architecture où l'espace retrouve le sens de l'homme, une architecture où une structure pure et claire donne à la construction et aux matériaux la chance d'une expression originale, les décors des XVIIIe et XIXe siècles avaient-ils la moindre chance? Le modeste panorama que nous avons dressé semble indiquer que non. Éthique ou esthétique, pour reprendre les mots de Rainer Banham, le grand décapage de la reconstruction semble s'inscrire dans une logique bien plus complexe que la simple économie ou un champ du signe de la restauration stylistique. Je vous remercie.